L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va apprendre à cultiver nos toits, découvrir une jeune artiste iséroise qui a trouvé sa voix et célébrer le compositeur d'opérette Claude Terrasse. Et pour parler de ces sujets, je reçois Pierre Essler, président de l'ensemble musical Kainos. Bonjour, bienvenue. Bonjour. À côté de vous, Jean-Michel Legros, organisateur du festival Claude Terrasse qui se déroulera du 3 au 5 mai au Grand Lens en Isère. Vous êtes associés tous les deux sur cet événement, on verra ça tout à l'heure. Bonjour Jean-Michel en tout cas. Bonjour. En face de vous, Leïla Huissou, la plus jeune de cette tablée. Bonjour Leïla. Bonjour. Auteur, compositeur ou compositrice, je ne sais pas comment on dit, interprète. Vous êtes une des voix qui monte dans le milieu de la musique. On aura l'occasion de découvrir ça dans quelques instants avec vous. Et puis à côté de vous, Lucas Courgeon. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'association Cultivons nos toits, une association grenobloise qui est spécialisée dans l'agriculture urbaine. Exactement. C'est une activité, l'agriculture urbaine, qui se développe de plus en plus sur l'agglomération. Ça consiste en quoi exactement ? Alors l'agriculture urbaine, ça consiste en l'ensemble des pratiques agricoles faites en ville. Ça, c'est la définition de l'ONU, l'organisme national. En fait, on a l'habitude de dire que à partir du moment où on cultive du végétal avec une vocation comestible dans l'enseignement urbain, l'espace urbain, on est sur l'agriculture urbaine. Donc ça peut aller du jardinage partagé jusqu'à une ferme urbaine de production, par exemple sur les toits, jusqu'à des systèmes qu'on peut retrouver notamment aux États-Unis, des systèmes très techniciens en hydroponie, où on est sur vraiment de la high-tech agricole, on va dire. Alors, vous parliez de culture sur les toits. Vous avez, depuis quelques années, un jardin expérimental. On le voit là, dans le quartier Saint-Laurent, sur le toit de la casemate, un bâtiment historique. Qu'est-ce que vous y faisiez pousser sur ce toit végétalisé ? Alors, sur le toit de la casemate, on avait 200 mètres carrés efficaces de culture, 300 mètres carrés en tout en comptant les allées. Et on cultivait des plantes potagères classiques qu'on trouve de la région, comme des tomates, des aubergines, concombres, courgettes et beaucoup d'aromatiques différents. On avait une trentaine d'espèces cultivées sur le toit et on a pu produire en 2018 1 tonne potagère. Cultiver comme ça des espèces au milieu de la pollution, ça peut avoir un impact sur la qualité du produit. C'est ce qu'on peut penser comme ça de façon très primaire ? Oui, bien sûr. Alors, ce qui est important, c'est que la plus grande partie de la pollution qu'on peut retrouver dans les légumes provient du sol. Donc, nous, dans notre cas, on a importé le sol, on a ramené le sol sur le toit de la casemate. Donc, on a monté plusieurs tonnes de terreau et de compost. Et donc, la qualité du sol était contrôlée par nos soins. Et après, au niveau de la pollution atmosphérique, il faut savoir que quand on est en altitude, donc là, sur un toit, les métaux lourds, eux, n'arrivent pas jusqu'à l'espace de culture puisqu'ils restent au niveau du sol. Vu qu'ils sont plus lourds, ils restent en bas. Et la pollution atmosphérique type particules fines, elle est plus diluée puisque comme on est en hauteur également, on a plus de vent. Et donc, on retrouve moins de particules sur les plantes. Alors, si je parle au passé de ce jardin expérimental, c'est que la casemate a brûlé l'an dernier et ça a impacté évidemment votre terrain d'expérience. Tout à fait, oui. Notre jardin à nous n'a pas été impacté par le feu, et notamment grâce à l'intervention des pompiers qui a été extrêmement efficace. Mais évidemment, comme tout le Fab Lab a brûlé, il y avait énormément de travaux de remise aux normes, de désintoxication. Et donc, notre espace n'a pas été disponible pendant toute la saison suivante de notre première expérimentation. Ça devrait renaître bientôt, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a des travaux qui vont être mis en place pour refaire l'étanchéité de la toiture. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait pouvoir réouvrir l'année prochaine sous forme de jardin partagé. Alors, il y a pas mal d'initiatives dans ce domaine de l'agriculture urbaine qui se développent, qui poussent, j'ai envie de dire, sur l'agglomération. Vous parliez des jardins partagés dans les quartiers. Dès qu'on a un petit bout de terrain, aujourd'hui, les habitants s'organisent pour essayer de travailler en commun la terre. Oui, tout à fait. Ce sont vraiment des dynamiques qui explosent en ce moment dans la région grenobloise, et notamment grâce à l'aide de la mairie qui propose des terrains à adopter. C'est un dispositif qui permet, si jamais on a un groupe de voisins et qu'on est à côté d'un terrain, de pouvoir se le réapproprier pour ouvrir un jardin partagé. Et ce sont vraiment des dynamiques qui permettent de rassembler les habitants autour de la terre, autour d'une pratique, les mains dans la terre. C'est un générateur de lien social également,
Puis ça permet tout simplement de partager la récolte et de passer du bon moment ensemble. Est-ce qu'une ville comme Grenoble pourrait être autosuffisante un jour, produire tout ce dont elle a besoin en termes de... Ça, ce serait le rêve, c'est sûr. Pour le moment, comme la majorité des villes françaises, Grenoble est très peu autonome alimentairement parlant. On parle de quelques pourcentages d'autonomie alimentaire. Je crois que la première ville française arrive à 25% d'autonomie alimentaire, mais c'est une ville qui est plutôt située en milieu rural et où il y a énormément de champs. Et à ce moment-là, l'autonomie alimentaire, donc les champs qui sont disponibles autour de la ville, sont beaucoup plus importants. On élève même des poules en commun sur l'agglomération grenobloise, pas encore au point de nourrir tout le monde, mais bon, ce sont des expériences intéressantes à suivre. La ville de Grenoble, vous parliez d'une politique volontariste dans ce domaine. Ils ont initié également la création d'une ferme urbaine qui a été inaugurée il y a quelques mois, là, pendant l'hiver, et qui va commencer également à produire de façon un peu plus, on va dire, importante que ces petits terrains localisés un petit peu partout sur l'agglo. Oui, tout à fait. C'est une dynamique de la ville de Grenoble de pouvoir ouvrir un terrain municipal au niveau du centre horticole de la ville de Grenoble pour permettre à un maraîcher de faire de l'exploitation sur ce terrain-là. Donc on parle de 4 ou 5 hectares, il me semble, et qui, depuis cette année, est productif. Donc il y a quelques paniers qui ont été produits, je crois, il y a déjà un mois. Et la saison est lancée pour cet agriculteur, ce jeune agriculteur qui s'appelle Michael Tenaillot. Alors, si on parle d'agriculture urbaine, c'est qu'il y a un événement à la fin de la semaine à Grenoble, porté par votre structure, les 48 heures de l'agriculture urbaine. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce laps de temps ? Alors, les 48 heures de l'agriculture urbaine, c'est un focus autour des différentes initiatives de l'agriculture urbaine, que ce soit donc des jardins partagés, de la réflexion un peu plus globale au niveau de l'intérêt de l'agriculture urbaine. Ça, ce sera sous forme de conférences le vendredi soir. On aura des balades à vélo dans les jardins partagés de la ville de Grenoble les samedis et dimanches matins. On aura une visite d'une ferme urbaine, donc pas celle dont on parlait, mais une autre qui est sur l'île d'Amour, du côté de Mélan. Un chantier participatif au jardin de Loug, qui est le jardin porté par l'association Néméthone. Et sur ce jardin-là, on fera pousser des meubles, tout simplement. L'idée étant de pouvoir faire pousser des tables et des tabourets directement sur le terrain. Et on aura un petit concert à la bobine le samedi soir et une grosse agora de l'agriculture urbaine le dimanche. Alors, il y a tout le programme complet sur le site de l'association Cultivons nos toits. Quand vous avez parlé de faire pousser des meubles, j'ai vu Leïla qui a un petit sourire. C'est vrai que ça peut paraître étonnant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette initiative ? C'est une technique qui a été développée, je crois, en Angleterre. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une technique qu'on appelle le tree shaping, où l'idée, c'est de pouvoir planter des arbres qui sont à forte croissance, qu'on appelle des paulownias. Et on plante différents arbres qu'on tuteur et qu'on rassemble à certains endroits pour pouvoir recréer un espace qui soit un peu plus fort, un peu plus solide, qui permette de supporter le poids de quelqu'un. Et grâce à ça, on peut, à partir de 3 pieds, par exemple, qui poussent et qui se rassemblent, faire un tabouret. Et pareil pour 4 tables. Donc l'arbre prend la forme de l'objet, pousse avec la forme de l'objet grâce à des tuteurs. C'est un arbre qu'on tutorise au fur et à mesure et on lui donne la forme exactement qu'on veut. J'étais pas loin dans mon imagination, j'avais imaginé un buisson qu'on taille en canapé. Bon. Ah ben ça peut... c'est ça, hein. Bon. C'est un peu Pardon. C'est un peu l'idée. Je crois que cette expérience, elle est assez récente. Les premiers meubles plantés ont été plantés il y a peu de temps. Il faut du temps quand même pour que ça devienne vraiment oui, effectif. Mais c'est quand même super rapide. On est sur du 2-3 ans à peu près. En fonction des conditions météorologiques, ça peut vraiment, en 3 ans, on peut avoir son tabouret. Alors si vous voulez aller planter des meubles, je crois que c'est samedi après-midi. Samedi après-midi à 15h, tout à fait, au jardin de Loug à l'île Verte. Voilà, rue Menon, pour être précis. Merci Lucas pour cette présentation. Maintenant, on sait comment on peut se faire des meubles 100% écolo. Vous avez la main verte, Leïla, vous jardinez Vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est pas fou. C'est pas fou. Voilà. Bon, c'est pas votre activité principale. J'avoue. Vous chantez, vous composez peut-être un peu plus que vous ne jardinez. Oui, puis en plus, quand on est musicien, on est beaucoup, je pense, à être touché par ces problématiques, mais on est surtout très culpabilisé parce qu'on passe notre temps dans un camion à faire toute la France comme ça. Donc, on se tait. Le bilan carbone n'est pas très bon. On se tait, voilà, honteusement. Une tournée, c'est pas toujours évident à faire coïncider avec les enjeux écologiques. On parlait d'agriculture urbaine. La rue, c'est là où vous avez commencé à jouer de la musique. Oui, mais c'était très jeune. Je sais pas si on appelle ça de la musique. J'allais crier dans la rue, c'était un peu un défi personnel pour dépasser un stade de timidité assez compliqué à vivre pour moi. Et j'ai profité du fait d'aller faire mes études à Strasbourg. Alors que j'étais de Lyon, j'étais jamais allée dans cette ville, je connaissais personne et je me suis dit profite du moment où tu n'as pas encore d'amis, tu vas croiser personne qui te connaît. C'est bon, tu peux y aller. Là, tu es en terrain inconnu. Voilà. Donc oui, j'ai commencé par la rue à Strasbourg. Bon, vous êtes passé de la rue
au plateau de TF1, ça fait quand même un sacré grand écart. Ouais. Dit comme ça, ouais. Mais oui, je me suis laissé. J'ai eu beaucoup de chance. Moi, je suis quelqu'un de chanceux. Et ouais, en jouant dans la rue, il y a un monsieur qui m'a dit, écoute, tu me fais marrer. C'était Luc Arbogast, un grand bonhomme tatoué, costaud, qui chantait des chants médiévaux et qui avait fait The Voice l'année d'avant, qui avait une très belle tournée et qui m'a demandé si je voulais ouvrir ses concerts. Alors moi, j'avais écrit 3 chansons qui se ressemblaient beaucoup d'ailleurs. Et donc j'ouvrais ces concerts avec les 3 chansons et je crois que ça l'a beaucoup fait rire. Donc ils m'ont embarqué à The Voice, tout ça. J'ai découvert Paris. Alors, moi, je viens du Nord-Isère, hein, donc voilà, je me suis pris une grosse claque. J'avais l'impression d'être en stage d'observation à la télé. Cette année, on a l'habitude d'écouter. On y revient, on va y arriver, Ah oui. on va y arriver. Non, il y en a. Et il y en a de plus en plus qui viennent nous voir et qui sont contents de réentendre de la chanson un peu surannée pour pas dire vieillotte. Voilà. Si vous voulez découvrir ce que fait Leïla, c'est loin d'être vieillot. On l'aura tout à l'heure en live dans cette émission, mais je vous propose un petit extrait de son dernier clip. Le titre s'appelle La farce. On va pas encore se le cacher, sur scène on n'est pas plus malin. Mais vous êtes censé la fermer. Si je suis jolie c'est que je suis de loin. Si je suis de loin c'est que je suis surélevée. Physiquement ça compense rien. Mais c'est plus simple pour cracher. Allez Loulette c'est ton moment. T'as rien à dire mais tu le fais bien. T'as qu'à sourire avec les dents. Puis on applaudit à la fin. Quand tu t'énerves c'est rigolo. Et quand tu pleures c'est émouvant. T'as pas réinventé le tableau. Et ça il faut le laisser au grand. Au seul dehors, ton apéro à la buvette. Ils sont contents. Tu dis des poètes, des grands mots. Et bordel il est où le blanc? Valson Siac ça pour se nourrir. Ça nous fera les pieds entre temps. Je vous aime pas c'est encore pire. Je préfère vos sourires à mes dents. Je suis en colère un peu partout. Et je m'adresse jamais aux bons gens. Chanter ça change rien du tout. Et je me rends compte que maintenant imaginez la fin de la farce. Pour le charlot de l'engagement. Que notre point levé nous terrasse. Alors qu'on n'a rien mis dedans. Petit extrait de la farce. Quand je vous entends chanter, j'aurais pu rajouter un autre artiste à cette liste. Ça vous fait penser à qui, Pierre? Ouais, disons que moi j'ai trouvé que c'était une très bonne introduction à ce que nous allions dire tout à l'heure, c'est-à-dire sur le fait que c'est à la fois ça a une certaine date et en même temps c'est très contemporain. Edith Piaf, moi je ne sais pas, quand je vous ai entendu les reprises, ça ressemble à pas, je ne suis pas un grand spécialiste de ces chanteurs, mais en tout cas, il y a quelque chose, c'est un style très particulier qu'on ne retrouve pas forcément en ce moment auprès d'autres artistes. Mais c'est un éternel recommencement, la musique. Ça aurait été pas du tout particulier il y a quelques années, en fait. Mais c'est parce qu'en ce moment, effectivement, ça se fait plus parce que ça marche plus. Hein. On va pas se mentir. Je suis à l'abri du succès complètement dingue. Mais ça me va bien. Ça me va bien. L'album qui est sorti il y a quelques mois s'appelle L'Auguste. On l'a vu avec ce clip. Il y a un hommage à l'univers du cirque. Vous avez un lien particulier avec... Complètement. Moi, les premières scènes que j'ai faites, c'était pour le cirque. J'ai fait beaucoup de cirque. C'est un truc familialement assez important chez nous. Et donc voilà, j'avais envie... Le clown, donc l'Auguste, c'est le clown avec le nez rouge. Et c'est un personnage qui me touche énormément parce que déjà, c'est un truc avec mon grand-père. On a un grand débat sur les duos de clown blanc, Auguste. Parce que lui, il est persuadé qu'ils échangent selon les soirs. Genre, tu te sens plutôt comment ce soir, le clown blanc Selon l'humeur du jour. Et moi, je suis persuadée qu'on ne choisit pas si de base on a ce truc un peu ridicule qui fait marrer ou si on a cette condescendance, sérieux, prestige du clown blanc. Et moi, j'ai eu l'impression, sur le premier spectacle en fait, que j'ai fait, qu'il se voulait sérieux. Je me suis rendu compte que, sans le vouloir, en voulant être sérieuse, en voulant avoir du panache, machin, je faisais marrer les gens. Et donc, je me suis dit, OK, j'ai pas choisi... Voilà, ce sera Auguste, on ne choisit pas de quel côté des rires on va. Très bien, c'est une bonne philosophie. On a compris que les plateaux télé, à part le nôtre, mais les grands shows télé, c'est pas trop votre truc. Par contre, la scène, là, c'est un lieu d'expression que vous adorez. Ah oui, parce que les planches, parce que justement, il y a ce côté piste de cirque, il y a ce côté... Et puis moi, j'ai ce physique de petite demoiselle, qu'on me pince les joues, et c'est le seul moment où j'ai le droit de... Et je suis excusée de tout parce que c'est la scène. Elle excuse absolument tout. Et aujourd'hui, dans notre pays, ma génération, on peut tout faire, on peut tout dire. Et c'est amusant parce que souvent on nous dit « Ah là là, vous êtes culottés, vous êtes engagés. »
on a le droit. Il n'y a rien de risqué. Je prends aucun risque. Tout passe. La scène. Voilà, lors d'un concert sur le festival Moustaki. Le prix Georges Moustaki. Vous avez été récompensé, donc je pense que c'est pas anodin comme récompense quand on a justement ces sources d'inspiration. J'ai même retrouvé Leïla dans les archives de Télé Grenoble, même si votre carrière est assez jeune. Il a fallu que je pense dans les archives en 2014. Oui. C'était un des premiers concerts qu'on retransmettait. Moi, c'était un de mes premiers concerts aussi. C'est vous, là? Oui, c'est moi, ça. C'était dans le jardin de ville de Grenoble, dans le cadre de la fête de la musique. Je ne sais pas si vous aviez revu ces images. Non, j'ai beaucoup de tendresse pour cette jeune fille. On peut l'écouter quelques secondes, cette jeune fille. Comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne et je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amoureux, et j'ai le mal de toi. Ah, c'était il y a 5 ans déjà. On avait senti qu'elle avait un potentiel, elle a, donc on s'était dit tiens, on va capter son concert. Vous serez en concert cette semaine à Grenoble, sur le campus universitaire, ce jeudi 2 mai, à partir de 20h à Ève. C'est une soirée 100% voix féminine. Donc, oui, avec la Pieta et Alice et moi. Voilà, 2 autres groupes artistes féminins qui animeront cette soirée organisée par Mixart. Et puis on vous retrouvera aussi en Isère au mois de juillet. Vous allez aller chanter sur les terres de Jacques Brel à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Oui, tout à fait. Mais je crois que le festival a changé de nom. Alors il s'appelle le Grand Son maintenant. Voilà. C'était les rencontres Parce que Brel. Je sais qu'il y a eu un... Mais il n'empêche que Jacques Brel a vécu là-haut. C'était sa maison de vacances pendant de nombreuses années à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Le festival s'appelle le Grand Son et vous êtes programmé le 19 juillet, si mes calculs sont bons. Ben, je vais vous faire confiance parce que j'ai pas mon agenda. Et puis on vous retrouve dans quelques minutes pour finir cette émission en chanson. On parlait de Jacques Brel qui avait sa maison de vacances du côté de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Il y a un autre artiste du patrimoine français qui avait sa maison de vacances en Isère, au Grand Lens. On va en parler avec Pierre et Jean-Michel. Le Grand Lens, Jean-Michel, pour ceux qui ne situent pas forcément cette commune iséroise. On va dire, c'est entre Grenoble et Lyon, à une trentaine de kilomètres, une guerre plus loin de Grenoble que de l'Écrole. Et voilà, donc on peut le situer aussi à proximité de l'aéroport de Grenoble. On appelle les habitants du Grand Lens les Lampsicois, c'est ça? Lampsicois. Pas facile à dire, mais maintenant je le sais. Alors, après la géographie, un petit peu de français, l'histoire, Claude Terrasse, qui est un compositeur d'opérette. Et le Grand Lens, c'est quoi le rapport? Alors, le rapport, en fait, il vient de Pierre Bonnard, le fameux peintre connu mondialement, qui avait une maison de villégiature au Grand Lens et qui y accueillait des artistes tels que Claude Terrasse et tels que Alfred Jarry. Donc, si on se rappelle un peu... Là, on est fin 19e, début 20e. Oui, c'est ça. Et donc, ils habitaient une maison... Il avait cette maison qui s'appelle la Maison du Clos au Grand Lens, où se passaient des soirées assez animées. Où la fée verte coulait, on va dire, peut-être pas à flot, mais pas loin. Je ne veux pas le savoir. Et voilà. Et Claude Terrasse était très lié à Pierre Bonnard parce qu'il a épousé sa sœur. Donc il était le beau-frère de Pierre Bonnard. Et voilà, donc il a... C'était là. Je peux laisser Pierre compléter oui, il faut savoir un peu. que Pierre Bonnard, n'importe quoi, que Claude Terrasse est né à l'Arbrel, donc dans le Rhône, et qu'en fait il a fait son service militaire à Grenoble. Donc il connaissait bien aussi l'Isère. Bon, c'est un pianiste au départ. Il se met à la composition un peu plus tard, justement, en étant avec tout un groupe de gens. Il faisait des salons musicaux comme on les faisait à la fin du 19e. Et c'est là où il rencontre tout un tas de gens, dont aussi Bonnard, mais aussi des gens qui écrivent des livrets. Alors, c'est aussi l'époque, les librettistes, il les partagent avec Ravel. Il y a aussi Éric Satie dans la bande. Donc, on lui demande d'écrire la musique du Bureau, dont le décor est fait par Bonnard d'ailleurs. Et c'est ça qui va le lancer et qui va lui faire découvrir ce chant nouveau qui est celui de l'opéra bouffe ou de l'opérette. C'était la place to be à l'époque, le Grand Lens, il y a un siècle. Pour rendre hommage justement à cet illustre visiteur, vous avez décidé de créer un festival Claude Terrasse il y a quelques années. On va dire c'est essentiellement à l'initiative, Pierre y a contribué, mais de Jean-François Perrin, qui a été maire du Grand Lens. Quand je dis était, parce d'une part, son mandat s'est terminé, puis il est décédé.
C'est quelqu'un qui est assez connu pour être le dirigeant des tissages Perrin, qui est mondialement connu pour fournir de grandes marques de. Les carrés Hermès sont fabriqués là-bas. Ouais. Voilà. Et Jean-François Perrin donc habitait la maison du Clos, où d'ailleurs il y a encore le salon avec le piano sur lequel Claude Terrasse a composé. Et il avait à cœur de faire connaître tout cet aspect culturel du Grand Lens, et donc a été pris à un moment donné cette initiative de lancer un festival pour faire connaître Claude Terrasse. Festival d'opérette. Pierre, c'est quoi l'opérette par rapport à l'opéra, par exemple? Alors, ce que vous êtes en train de voir, je ne sais pas si ça passe à l'écran. Oui, on voit là, vous voyez un extrait là, actuellement de La fiancée du scaphandrier. Bon, et juste avant, vous avez vu un extrait de La botte secrète qui a été écrit. Alors, cette opérette a été écrit, ou cet opéra bouffe a été écrit au Grand Lens par Franc Nohain, qui était un préfet, mais qui en même temps avait le temps d'écrire, qui après c'était même allé jusqu'à l'Académie française. Et donc, ils ont écrit ça en 2 mois pendant l'été. Alors, pour revenir à la différence, bon, l'opéra, on est dans le domaine du drame, on est dans une musique qui est un peu sérieuse et autres. Alors que l'opérette, on est vraiment dans l'humour, dans la comédie, dans la critique sociale aussi, ou la critique des mœurs. Au tout départ, c'est des intermèdes entre dans un opéra à l'époque de Louis XIV. C'est-à-dire, c'est au-delà du machin, on met des petites choses, la petite respiration. Et puis ça devient tout d'un coup un genre à part entière. Celui qui a consacré l'opérette française, c'est Jacques Offenbach. Et son successeur, c'est Claude Terrasse, pour la qualité musicale et la qualité des textes. Pardon, mais le monde est petit, c'est trop rigolo. Depuis tout à l'heure, je regarde et je crois reconnaître François Olmert. Oui, François. Et en fait, c'est mon premier prof de chant, mon seul prof de chant. C'est un des, c'est un des chanteurs, c'est un des solistes, et qui est un très bon prof de chant. Très bon prof de chant et chanteur et comédien apparemment. Il est ténor, ouais. Alors vous le retrouvez peut-être sur scène puisqu'il fait partie de l'ensemble Kainos, que vous présidez, qui chaque année donc propose une programmation dans le cadre de ce festival, inspiré de Claude Terrasse. Vous remettez un petit peu les textes au goût du jour. Oui, alors il faut dire aussi ce qui est, c'est qu'un certain nombre de pièces peuvent être un peu longues pour aujourd'hui, quand ça dure 2h30, je veux dire, bon. Donc c'est un peu raccourci. Et puis effectivement, il y a un certain nombre de plaisanteries du début du siècle. Bon, on va dire qu'on les remet au goût du jour. Ça a un petit peu changé. Même si la volonté de l'humour reste la même. Voilà. Et l'ensemble Kainos, c'est un ensemble qui est dont la spécialité c'est le théâtre lyrique, c'est-à-dire on a à la fois des instrumentistes et des chanteurs, bon, plus après metteur en scène et autres, tout ce qui va autour. Et donc on produit pour le Festival Terrasse, mais aussi d'autres spectacles. Et aujourd'hui, ça fait la 4e année d'existence, donc on arrive à jouer à peu près 18 fois dans l'année, ce qui commence à faire. Mais vous êtes basé à la Côte-Saint-André, mais le festival lui se passe au Grand Lens. Voilà. Du 3 au 5 mai, il y a des représentations tous les soirs, mais la salle est un peu petite, donc il ne faut pas hésiter à réserver vos places en amont. Et puis je précise que vous travaillez également avec les écoles du secteur. Alors, on ne le fait pas qu'au Grand Lens, mais là, il se trouve qu'au Grand Lens, ça fait pour la 3e année consécutive qu'on travaille avec l'école. On prend toute l'école, du CP jusqu'au CM2, et on leur fait monter un opéra ou une opérette. Ils ont déjà monté un Orphée, qui est intitulé Orphée des écoles. Et là, cette fois-ci, ils vont monter un Chaboté. Et donc, c'est à la fois du texte, du théâtre, du décor, pour les enfants, l'apprentissage aussi du chant choral. Et ils ont la chance, après, de produire un spectacle où ils sont accompagnés par les instrumentistes de Kainos et les solistes qui vont chanter avec eux. Eh bien, merci. C'est du 3 au 5 mai, donc à Salle de Lagrange au Grand Lens. Et on va terminer cette émission en vérifiant si votre chanteur a fait bonne école avec Leïla, puisque l'élève était bonne. On va voir ça tout de suite, puisqu'on laisse la main à Leïla et sa guitare pour le Tour des ronds-points. Je ne sais pas si c'est un hommage aux Gilets jaunes. Je crois que ça avait été écrit avant le conflit, mais voilà, ça fait un peu résonance avec l'actualité. Nous, on se retrouve demain pour d'autres aventures. De rond-point puis la balançoire, les caresses en coin quand l'arrivée sert de départ. Ce n'est pas la chanson
Mais le manège, mon talent, je traîne mon manque d'ambition. Ce n'est qu'un tour de chant. Ce n'est qu'un tour de chant. Faudrait pas tenter d'avancer en se bouffant la queue autrement. Sous le bureau c'est un tourniquet. A priori ce qui monte descend. Faudrait pas tutoyer le drame pour être poète en récompense. Chagrin son tour, ça manque de charme. Les plus jolies rondes se dansent. Les plus jolies rondes se dansent. Si je vise pas les étoiles, c'est que je suis foutu comme un mobile, une structure où le bancal est au service de l'équilibre. De l'équilibre. J'ai des projets de débutante, des rêves pas plus hauts que la vie. Parce que les sommets font les pentes, je préfère quand ils sont petits. Je trouve le calme assez coquet, avec ses boucles et le repos, qui va aux fragiles, aux douillets, qui préfèrent les merci aux bravo. Les merci aux bravo. Si je vise pas les étoiles, c'est que je suis foutu comme un mobile, une structure où le bancal est au service de l'équilibre. De l'équilibre. Les tours de rond-point puis la balançoire, les caresses en coin quand l'arrivée serre de départ. Quand l'arrivée sert de départ, les caresses en coin puis la balançoire, les tours de rond-point. Les tours de rond-point. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.